Dans le module précédent, nous avons établi la distinction entre mémoire de travail et mémoire à long terme. Cette dernière forme de mémoire correspondant à la zone où aboutissent les souvenirs qui seront préservés dans le temps. Nous allons maintenant approfondir notre connaissance de la mémoire à long terme, en distinguant différentes formes de mémoire à long terme. Puis, en nous intéressant à la manière dont les informations sont représentées dans cette forme de mémoire. Il est habituel de distinguer trois formes de mémoire à long terme: la mémoire épisodique, la mémoire sémantique ou déclarative et la mémoire procédurale. Chacune de ces formes de mémoire ayant une fonction spécifique dans le processus de mémorisation. Ces distinctions, proposées au départ comme des modèles hypothétiques résultant de recherches souvent complexes, ont été par la suite corroborées par des données issues notamment de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. La mémoire épisodique, qui est la mémoire des faits et des situations, contient un ensemble d'expériences personnelles. Elle fournit notamment le contexte qui va nous aider à nous souvenir de faits particuliers. C'est cette forme de mémoire qui nous aide à nous rappeler le contexte dans lequel un élément particulier a été appris. La mémoire épisodique nous permettra de retrouver cet élément en nous fournissant des indices de récupération. Par exemple, l'existence de la mémoire épisodique permet d'expliquer qu'on peut plus facilement mobiliser le vocabulaire anglais que l'on a appris lorsqu'on se retrouve dans le pays entouré de locuteurs anglophones. On la situe principalement au niveau de lobe frontal. La mémoire sémantique ou déclarative prend en charge la mémorisation des concepts, notamment les concepts abstraits, mémorisés indépendamment du contexte d'encodage fourni par la mémoire épisodique. Elle joue un rôle important dans les capacités langagières de l'individu. La mémoire sémantique a son siège dans les lobes frontal et temporal. La mémoire procédurale qui est sollicitée lorsqu'on doit mettre en œuvre des enchaînements moteurs, comme conduire sa voiture sans penser à ce qu'on fait, ou encore des procédures plus cognitives, comme appliquer une succession d'opérations pour résoudre un problème. La mémoire procédurale ou mémoire des actions est plus résistante au temps que celle des faits. Lorsque vous tapez un code sur le clavier d'un distributeur de billets de banque, vous pouvez parfaitement être capable de taper le code sans pouvoir l'énoncer. On situe le siège de la mémoire procédurale au niveau du noyau codé ainsi que du cervelet. La distinction entre les différentes formes de mémoire que nous venons de mettre en évidence est parallèle à la différenciation établie par les psychologues entre les différentes formes de connaissances. On parlera ainsi de connaissances déclaratives, de connaissances procédurales et de connaissances épisodiques. Pour comprendre comment ces différentes formes de connaissances contribuent au stockage à long terme de l'information, il faut faire un pas supplémentaire dans la compréhension des mécanismes de mémorisation, en s'intéressant à la manière dont ces connaissances sont représentées. Comme nous l'avons déjà souligné, la construction des représentations est une question clé de la psychologie cognitive. Pour comprendre comment ces représentations se construisent, plusieurs formalismes ont été proposés, et leur pertinence est liée à la nature des connaissances représentées. Ainsi, pour les connaissances déclaratives, on fera appel à la notion de réseau sémantique. Pour les connaissances procédurales, on évoque souvent la notion de réseau procédural. Et on s'appuiera sur la notion de schéma ou de script pour les connaissances épisodiques. Dans ce cours, nous limiterons notre propos aux réseaux sémantiques tels qu'ils ont été proposés par Collins et Quillian afin de décrire l'organisation des connaissances déclaratives en mémoire. Un réseau sémantique est constitué de nœuds qui représentent les concepts et de liens, appelés aussi arcs, qui permettent de visualiser les relations qui unissent ces concepts. Le croquis proposé dans la diapositive représente un réseau sémantique relatif au concept de canari. Ce réseau est constitué de deux types de nœuds. D'une part, ceux qui correspondent au concept en lien avec le concept de canari, animal, oiseau, et d'autre part, ceux relatifs aux caractéristiques liées à ces concepts, plume, voler, chanter. L'association entre ces différents nœuds est établie à travers des arcs qui sont dits libellés, c'est-à-dire que chaque arc définit un type particulier de relation en fonction du sens donné par le libellé qui lui est associé. Par exemple, l'arc qui est mis en évidence sur la figure représente la relation « le canari est capable de chanter ». Le concept canari est également relié aux deux concepts oiseau et animal par des relations de type sous-classe 2 et surclasse 2. L'existence d'une relation de type sous-classe 2 entre canari et oiseau permet l'intervention du mécanisme d'héritage, c'est-à-dire que le concept de canari va hériter des propriétés associées au concept oiseau,
est capable de voler, est recouvert de plumes, mais aussi il va hériter par transitivité des propriétés du concept animal, c'est-à-dire est capable de se déplacer, est recouvert de peau. Cette notion d'héritage est importante pour le stockage d'informations sémantiques en mémoire à long terme, car il permet une économie dans la représentation en mémoire des concepts. Ainsi, il n'est plus nécessaire de stocker en mémoire, pour chaque concept, l'ensemble de ses propriétés. Il suffit de stocker celles qui lui sont propres, les autres peuvent être déduites. Il suffit pour cela de remonter le réseau sémantique. L'organisation des connaissances sous la forme de réseau nous montre combien l'apprentissage de nouvelles connaissances est dépendant des connaissances antérieures. Pour construire de nouvelles connaissances, il faut d'abord mobiliser les connaissances antérieures relatives au même domaine et en fonction de cela, réaliser l'accrochage des connaissances nouvelles au réseau sémantique déjà constitué. Ou encore, lorsque l'apprentissage l'exige, réorganiser ces réseaux conceptuels antérieurs pour prendre en compte les contraintes des nouvelles connaissances à intégrer. Les modalités de représentation des informations en mémoire à long terme occupent une place importante dans les recherches menées actuellement en psychologie cognitive, avec le secret espoir de comprendre un jour comment la mémoire fonctionne et d'en tirer des données permettant d'agir en profondeur sur les capacités de mémorisation.